Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Il y a 5 ans, Patrice Talon occupait le très douillet et pour la première fois là, le fauteuil du palais de la Marina. Il aura alors hérité, dit-il, d'une démocratie apparemment exemplaire, mais en réalité pervertie au point de devenir antinomique du développement économique et social. Le nouveau locataire du palais de la Marina d'entreprendre alors de changer de cap. Le développement, le bien-être social en pole position. Un cap à maintenir, confesse-t-il, pour les 5 prochaines années. Lui qui s'est vu renouveler la confiance, dit-il, de ses concitoyens pour un nouveau mandat. L'homme au cœur de la gouvernance Talon. L'heure aux réalités. C'est le thème en débat. Mais avant de retrouver nos invités du jour, votre page consacrée à la une des journaux. Merci de nous rejoindre pour la revue de presse. Kodjovia Metonou, déjà prêt à nous faire le point de sa collecte. Kodjovia Metonou, bonjour. Bonjour, je voulais dire bonjour également à nos amis téléspectateurs. Pour ce mardi, qu'est-ce qu'il y a de spécifique à partager avec eux? Ouais, c'est la politique qui domine le devant, avec le chef de file de l'opposition béninoise qui est désormais connu. Il s'agit du secrétaire exécutif national des forces Corépon et Bénin émergent, en formation politique qui est arrivé quand même 3e au dernier communal. Alors, il va donc de soi que ce soit donc lui qui représente désormais l'opposition au président Patrice Talon. Donc l'acte de nomination a été finalement pris mercredi 28 avril dernier. C'est ça qui fait le chou gras de la presse. Sans oublier que la détention de Frédéric Joël Aïvo et Ricat Madougou continue d'alimenter également l'opinion publique nationale et internationale. Des voix s'élèvent de plus en plus pour qui demandait la libération du professeur et qui pour demander que Ricat Madougou soit autorisé à aller se faire soigner parce que, dit-on, sa condition de détention n'est pas des plus reluisantes et sa santé s'est dégradée nettement. Mais dites-vous, cordonnier mal chaussé, c'est la presse, puisque hier était la journée internationale dédiée à la liberté de la presse, mais les journaux ce matin n'ont pas cru devoir donc se faire cette place-là. Ils ont beaucoup plus priorisé la politique, mais c'est ça aussi la réalité. Et bien triste pour la corporation. On va donc y aller. On démarre avec Décryptage Info qui en manchette ce matin nous affiche ceci, nommé chef de file de l'opposition. Paul Humpé salue le courage du président Patrice Talon et puis placé sous mandat de dépôt des doctorants et praticiens de droit appellent à la libération de Frédéric Joël Aïvo. Le journal Info Matin, quinquennat 2021-2026, lentement et sûrement, Talon 2 se met en place. Officialisation du chef de file de l'opposition, Paul Humpé décroche le Graal après les avantages liés à la fonction. La boussole, aussitôt choisi comme chef de file de l'opposition, Paul Humpé dévoile sa stratégie. Nous allons être l'oreille et la voix de l'opposition partout où besoin se fera sentir. Alors, tenez-vous tranquille, Joël Tondi, persistance de la Covid-19 au Bénin, 100e cas de décès enregistré, 132 cas confirmés sous traitement et puis révélation post-électorale de l'ex-président nigérien. Des chefs d'État et même des partisans m'ont conseillé de briguer un 3e mandat, mais Issoufou a refusé. La dépêche, cette fois, Journée mondiale de la liberté de la presse 2016-2021. Le Bénin a perdu 36 places. Le code du numérique, cheval de Troie contre la liberté de la presse. À l'occasion, classement RSF 2021, Orula se prononce sur la place du Bénin. Le journal L'Audace Info, nomination de Paul Humpé, secrétaire exécutif national du parti FCBE comme chef de file de l'opposition. Pas une faveur, mais plutôt un mérite. Le journal Le Pays émergent sur tout autre registre. Nouvelle crise chez les Haouissi ou Assaï, ça y est, des requins. Eh bien, le président Roch Nyeri, assis
sur des œufs pourris. Les supporters ne décolèrent pas. L'entraîneur Moudachiou Amadou menace de démissionner et puis recomposition du paysage politique béninois, écrit Le Pays émergent. Paul Hunkwe nommé chef de file de l'opposition. Voici le décret qui lui consacre une poursuite de Rekiat Madougou. Maître Antoine Veil dénonce l'immixtion de Patrice Talon dans la procédure. Merci à vous, Cause de Virmito. Nous allons démarrer par la dépêche. Ça n'arrive pas souvent, la presse à l'honneur. Le Bénin qui aurait perdu de 2016 à ce jour 36 places. Oui, et puis vous avez cette photo du journal qui illustre bien la situation. Les acteurs de la presse qui ont les yeux rougis, complètement bouche scotchée et stylo donc en bandoulière pour dire simplement qu'ici on ne parle pas, on n'écrit pas ce qu'on veut et puis vous n'avez donc qu'à voir donc du rouge si vous tentez donc d'agir contre les principes. C'est dire simplement que riche de son espace médiatique, aussi bien les télévisions, les radios que la presse écrite, le Bénin aujourd'hui n'est pas mieux loti. Le journal situe quand même une période 2016-2021 pour dire que pendant 5 ans, ça n'a pas été donc de tout repos pour les acteurs de la presse. Les organes de presse ont été fermés ou interdits donc de diffusion sur le territoire national. Vous avez Soleil, vous avez Sika, vous avez la Nouvelle Tribune, pour ne citer que ces organes-là. Il y a des journalistes qui se sont facilement retrouvés derrière les barreaux alors qu'il y a quand même une loi sur la dépénalisation des délits de presse. Mais lorsque vous relayez les propos d'un procureur alors qu'il les a tenus tout de même, eh bien, vous pouvez donc aller faire 6 mois derrière les barreaux. Donc, la situation de la presse ces 5 dernières années n'est pas toute reluisante de toutes les façons. Le journal a fait donc constat ici et publie donc ces statistiques-là, mais de toutes les façons, au pays, on peut quand même s'en réjouir à partir du moment où, durant le classement du RSF, même si le Bénin est déclassé, encore une fois, eh bien, il n'y a pas eu de journalistes tués. C'est ce que le ministre de la Communication a relevé. Tant qu'il n'y a pas eu de mort, eh bien, les fermetures ou les emprisonnements ne sont quand même pas à mettre au crédit de cette perte vertigineuse de place que nous enregistrons chaque année. Maintenant, on va évoluer. Ici, de la dépêche, vous devez nous faire une proposition, pourquoi pas? Oui, c'est d'abord peut-être parler, Paul Hunkwe, c'est lui qui domine le devant de l'actualité, mais parler des emprisonnements de Rekiat Madougou. Avec quel quotidien? Il y a le journal Le Pays émergent qui aussi en parle, il y a aussi Décryptage qui en parle, des praticiens de droit et des doctorants qui réclament sa liberté. Donc après le Sénégal et le Congo, la RDC, donc c'est aujourd'hui des Centrafricains qui s'invitent également dans la danse des universitaires centrafricains qui demandent la liberté pour jouer là. Il va vous rappeler tout dernièrement, il était dans ce pays pour participer à la rédaction de leur constitution. Donc c'est dire simplement que oui, nul n'est prophète chez soi. Jouer là, son utilité est perçue au-delà donc des frontières béninoises et aussi bien cette paire du Congo et du Sénégal ont invité l'Union africaine à agir puisqu'il est expert des nations de l'Union africaine dans le cadre donc de la promotion de la démocratie et du respect des fondamentaux de la Constitution. Mais aujourd'hui, ce sont les enseignants également de la République centrafricaine qui pensent quand même qu'il est utile à la nation béninoise et à l'Afrique tout entière et que Joël Ivor recouvre ses libertés pour non seulement vaquer à ses cours, mais également participer à l'enracinement de la démocratie dans bon nombre de pays africains. Maintenant, pour le cas Rekiat Madougou, rapporté par Le Pays émergent, eh bien, c'est simplement parce que il y a un de ses avocats, surtout le français, Antoine Veil, qui estime que le président de la République s'est immixé dans la procédure. Alors, détient-il des preuves, puisque le président de la République, tout dernièrement, dans son adresse à la nation après son élection, adresse faite donc à travers RFI et France 24, justement, il disait que la justice s'est saisie donc des cas Rekiat Madougou et Joël Ivor et beaucoup d'autres, et qu'il laisse donc la justice faire son travail et qu'on n'a pas donc à voir ça, mais derrière tout ça, maintenant, si l'avocat remonte au créneau pour estimer que le chef de l'État s'est immiscé dans l'arrestation et la détention de sa cliente, on attend de voir, parce qu'un jour, le procès sera fixé
Et on verra vraiment s'il aura la parole de cet avocat et s'il pourra donc prouver l'implication ou non du chef de l'État. Merci à vous, Kojo Biamétonou. Nous allons évoluer vers la boussole, si vous permettez, très bien, qui revient sur cette nomination du chef de file de l'opposition. Oui, Paul Ompé, aujourd'hui, il est heureux. Vous vous rappelez la raclée qu'ils ont essuyée tout dernièrement pour les élections présidentielles et encore retentissante dans les mémoires. Mais aujourd'hui, lui, il peut se frotter les mains. Chef de file de l'opposition, ce n'est pas rien. Il constitue à la limite la 4e personnalité du pays aujourd'hui. Et donc, il disposera désormais de son cabinet. Il aura sa voiture de fonction, des gardes de corps et pourra donc discuter officiellement avec le chef de l'État quand il le souhaitera. Il sera aussi invité à participer aux cérémonies officielles aux côtés donc du président de la République. C'est autant d'honneur aujourd'hui pour Paul Ompé qui se place déjà en avocat défenseur de la cause de l'opposition. L'homme dit, je serai donc l'oreille et la voix de l'opposition partout où besoin sera. Donc c'est dire simplement qu'il a mesuré la portée donc de sa mission et s'y est préparé également. Oui, ce n'est pas une faveur, mais plutôt un mérite, écrit l'Audace Info pour dire simplement que Paul Ompé, au-delà donc de tout ce que l'on peut croire, même s'il a été qualifié de faire valoir durant la présidentielle dernière, c'est que les forces Corée Bénin émergents, vidés dans une certaine mesure de leur substance, ont pu quand même glaner quelques mairies et donc puissent offrir au moins 6 mairies sur les 77 que compte le pays. Ça donne donc droit aux forces Corée Bénin émergents une place de grande formation politique dans la République, conformément aux nouvelles dispositions qui encadrent les partis politiques. Et c'est à ce titre que, effectivement, 3e force politique et donc réclamant de l'opposition, Paul Ompé est d'office donc choisi pour briguer ce fauteuil-là. On lui souhaite quand même bon vent et espérons vivement qu'il fasse le travail de l'opposition en face du président Patrice Talon. Oui, vivement. On attend à l'œuvre. On va devoir s'y intéresser. Il faut préparer. Que tu viens maintenant, politique, développement, mais aussi santé. Et ça fait un moment qu'on n'en parle plus. La boussole revient sur le cas de décès parlant de Covid. Tout à fait. On a dénombré aujourd'hui un 100e cas de décès enregistré lié donc au Covid-19. Je crois que c'est préoccupant. Si le Bénin arrive à enregistrer donc autant donc de cas non seulement de contamination, mais également de décès, 132 cas confirmés sous traitement et sans décès, je crois que c'est trop rapproché en termes de contamination et de décès, mais de toutes les façons, je ne crois pas que ce soit un peu comme les débuts où on avance des chiffres qu'on rectifie le jour au lendemain. Alors, le nombre de décès liés aujourd'hui au Covid, ça doit faire peur. C'est dire simplement que le mal est toujours là, persistant. Et chacun doit pouvoir observer les mesures barrières préconisées par les autorités en charge de la santé, à savoir les gestes barrières et surtout les masques pour pouvoir donc se prémunir, mais aussi si éventuellement vous vous retrouvez donc dans la tranche d'âge ciblée pour se faire vacciner, puisque nous avons aujourd'hui le choix entre Sinopharm et AstraZeneca disponibles au vu donc du dispositif COVAX et des dons des partenaires, et bien que chacun puisse faire donc le geste utile pour sauver la nation. Je ne crois pas que les autorités en demanderaient mieux. Merci à vous, que je viens maintenant, chers téléspectateurs. Merci pour l'attention. À demain. Bienvenue, mesdames, messieurs. Il y a 5 ans, Patrice Talon occupait pour la toute première fois le très douillet fauteuil du palais de la Marina. Il aura alors hérité, dit-il, d'une démocratie apparemment exemplaire, mais en réalité pervertie au point de devenir antinomique du développement économique et social. Le nouveau locataire du palais de la Marina d'entreprendre alors de changer de cap. Le développement et le bien-être social en pole position. Un cap à maintenir, confesse-t-il, pour les 5 prochaines années. Lui qui a vu le peuple, dit-on, lui renouveler sa confiance. L'homme au cœur de la gouvernance Talon, l'heure aux réalités. Le débat, mesdames, messieurs, c'est tout de suite et maintenant. Et pour cet instant débat, un socio-anthropologue, mais apparenté d'une formation politique. Vous imaginez qui c'est? Georges Anagonu, c'est son nom. Il a accepté donc être des nôtres. Georges Anagonu, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour aux auditeurs de Sika TV et bonjour à
mon ami avec qui on va essayer de discuter, de passer en revue ces questions-là. Je lui dis merci d'être là. Merci infiniment aussi pour la disponibilité. Ce n'est pas gagné d'avance. Si les téléspectateurs pouvaient savoir, oui, c'est une course à la montre désormais des invités disponibles pour opiner autour des questions de développement simplement. Oui, en face de M. Anagono, nous avons Gildas Agboton, qui n'est non plus à présenter, analyste politique. Il est le secrétaire général de la Fondation Potier de la République. Gildas Agboton, bonjour à vous. Bonjour Joël. Et merci pour la disponibilité. C'est moi. Oui, mesdames, messieurs, qu'est-ce que le temps passe? Le développement intégral. Patrice Talon, comme en 2016, annonce en faire sa cheville ouvrière pour un Bénin plus rayonnant et surtout prospère. Convaincant pour certains, le discours pour d'autres est plus que flatteur. Je vais me retourner d'abord vers M. Georges Anagono. Quelle est votre lecture, mesdames, messieurs, oui, quelle est votre lecture, M. Georges Anagono, de cette posture renouvelée par le chef de l'État? Merci beaucoup. Lorsque vous voulez gouverner une nation, vous avez forcément des options à prendre. Parce que vous ne pouvez pas tout faire. Et Monsieur le Président Patrice Talon n'est pas le premier. On a l'habitude de nous dire, on a entendu ça avant aussi, l'homme est au cœur de notre action. Et comment trouve-t-on l'homme au cœur de nos actions? Je ne voudrais pas renvoyer forcément les gens aux sciences humaines et sociales, mais je me rappelle quand on était à la faculté, on nous dirait que, en fait, en quelque sorte, le développement se moque du développement. Qu'est-ce qu'on voudrait dire? Et demander aux hommes, qu'est-ce que le bien-être pour eux? Comment voudraient-ils être bien dans leur peau? Et peut-être un paysan de mon village dira que tout le projet qu'il est en train de faire maintenant, c'est agrandir son champ. D'accord? Et il peut ne pas manger de gros poissons pour dormir, mais il attend le jour du décès de son beau-père. Le jour où son beau-père est mort, trouver les moyens de faire des funérailles dignes de ce nom à son beau-père ou à sa belle-mère, c'est ça le bien-être en ce moment-là pour lui. Et donc, lorsque on veut travailler sur les hommes, on veut mettre les hommes au cœur de son pouvoir, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui leur manque, qu'est-ce qu'il leur faut et par quel bout je dois prendre cette mission-là pour pouvoir l'accomplir. Lorsqu'il s'agit de la République, le président qui est là, pour celui, bon, puisque c'est de ça qu'il est question du président Talon, il a fallu commencer par les réformes. Les réformes, elles doivent être structurelles, politiques, économiques, et tout ce que vous voulez. Donc, ces réformes-là, une réforme, lorsque un instant prend le temps de s'enraciner et les fruits viennent après. Or, voyez-vous, j'étais dans une situation peut-être de pauvreté que le peuple est pressé. Le peuple est pressé, il veut voir les actions tout de suite. Donc, nous pouvons dire, j'ai dit une fois sur votre plateau pour dire, si on ne fait pas attention, si le président Talon faisait 5 ans et partait, c'est après lui on va récolter les fruits des réformes qu'il a instaurées. Mais bon, il a la chance et qu'il est reconduit encore une autre fois pour 5 ans encore. Il aura l'occasion de maximiser les avantages de ces réformes qu'il a instaurées. Et réformes économiques, on a dû faire des réformes pour sécuriser les recettes, par exemple, de recettes douanières. Nous savons que notre pays est essentiellement à base fiscale, donc il faudrait nécessairement au niveau des régies, au niveau de la douane et tout ça, faire des réformes pour s'assurer que tout ce qui vient, tout ce qui appartient à l'État doit profiter à tous les Béninois. Et lorsqu'on a entamé ces réformes-là, par exemple, on a trouvé l'occasion de commencer à la base, par exemple, et je prends juste cet exemple-là, de cantine scolaire. Cantine scolaire, on pouvait, quand on est à Cotonou, quelque part, on pouvait voir que c'est rien du tout. Mais cantine scolaire, envoyer son enfant à l'école et être sûr qu'il n'a pas besoin de revenir à midi, réclamer de l'argent pour pouvoir aller acheter quelque chose à manger avant de repartir pour l'école. Quand on fait ça au village, quand on fait ça
pour les paysans, eh bien, c'est un grand effort. C'est un grand effort qu'on peut faire. Et j'ai entendu une fois le ministre des Finances dire, nous avons aussi fait des réformes au niveau des bourses universitaires, scolaires, ce qui nous permet de mettre de côté plus de 7 milliards. Et ça, nous investissons ça dans les cantines scolaires pour permettre aux écoliers et de pouvoir rester, de pouvoir les maintenir à l'école parce qu'ils ont ce qu'ils doivent manger. Ça, c'est mettre l'homme au cœur de son projet parce que l'homme de demain, celui qui doit construire la nation, eh bien, ce sont ces enfants-là qui sont déjà à ce niveau. Voyez-vous, il faut, puisqu'un pays, c'est aussi ça, il faut les routes, il faut l'électricité. On reviendra graduellement sur les exemples. Voilà. Vous avez commencé par les énumérer. Nous allons nous retourner vers M. Gildas Sabouton pour sa première prise de parole. Oui, le discours, vous le prenez sous quel angle? La gouvernance d'un pays doit tenir compte d'un certain nombre de facteurs. Aussi bien, c'est vrai, les facteurs sociopolitiques, les facteurs anthropologiques ou encore et d'autres. La gouvernance à laquelle on assiste depuis 5 ans, on a du mal à véritablement dire qu'elle met au cœur de ses actions l'homme. Pendant la campagne passée, et Patrice Talon avec sa colistière ont eu un slogan de campagne, le développement, ça y est. Le développement, ça y est. Alors, quand vous vous intéressez à ce qui a été dit avec ces 2 candidats, c'est-à-dire Patrice Talon et sa colistière, vous vous rendez compte que c'est essentiellement la poursuite des actions du PAG pour le quinquennat qui est en train de commencer. Mais ce qui écœure ou frappe à l'œil, c'est que pour les mouvanciers, essentiellement pour Patrice Talon et ses soutiens, c'est que il faut continuer les réformes. Et pour eux, les réformes sont des recettes apparaissent comme des recettes magiques pour le développement. Dès lors que on arrive à faire autrement que ce qui était fait ailleurs. Alors, aujourd'hui, on y est et on peut déjà faire, sinon que le bilan, tout le monde le sait, pour le quinquennat qui finit. Et on sait qu'il y a un autre qui est en train de démarrer. Maintenant, la question qui est de savoir, est-ce que l'homme est réellement au cœur de la gouvernance? Est-ce un leurre ou une réalité? Quand on va au fond, on se rend compte que ce n'est pas qu'il n'y a pas réellement l'homme au cœur de la gouvernance. Et je vais prendre quelques exemples rapidement. Quand Patrice Talon il est arrivé, vous avez constaté que déjà, avec l'Al-Fatah, le projet Al-Fatah qui doit être mis en œuvre, il y a eu des gens qui ont été déguerpis. Cela a été fait et c'est des années après que des marchés ont été lancés. Les projets de construction des marchés ont été lancés. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu aussi des marchés, et les anciens marchés qui doivent être reconstruits. Donc, on a délogé des gens et pour ça, on a construit en tout cas des marchés, il y a eu des appartements, des constructions temporaires pour abriter les bonnes dames en attendant que les marchés ne soient construits et livrés. Donc, mais pendant que on s'installait et qu'on a un programme et qu'on savait qu'on devait construire des marchés, on ne l'a pas fait avant de déguerpir les gens. On a déguerpi les gens avant d'aller vers la construction de ces marchés-là. Donc cela a montré que quand on le faisait, on ne s'intéressait pas ou bien on ne s'inquiétait pas, on ne se préoccupait pas de ce que les gens allaient manger. La bonne dame qui est au bord de la voie
qu'on a déguerpi, comment elle devait prendre soin de sa petite famille, comment elle devait prendre soin de ses enfants qui devaient aller à l'école, ça n'était pas une préoccupation des gouvernants. Pour eux, tout ce qui importait, c'était que les gens devaient quitter et les emplois des voies pour qu'il y ait et de nouvelles routes est construites et qu'on dise, bon, ça y est, le pays est développé. Mais ça ne peut pas se faire de cette façon-là. Vous savez, aujourd'hui, quand on fait le point, on peut se demander, en 5 ans, quels sont les investissements directs étrangers que nous avons eus au Bénin. C'est 5 ans après qu'on parle du projet Pipeline, là, le projet nigérien, pour lequel on dit qu'il y aura 2500 et quelques jeunes qui seront employés. Mais là encore, c'est des projets et c'est des emplois qui sont temporaires, pour une rémunération et moyenne peut-être de 80 000 francs par personne. Donc, si les gens sont déjà dans ces projets et qui peuvent gagner quelque chose, quitte à ce que la majeure partie de ces sous qui entrent dans ces projets-là, peut-être sont envoyés sont exportés dans les pays où les gens sont arrivés pour investir et autres. Ça ne nous dit pratiquement rien. C'est que les Béninois sont employés, ils sont en train de travailler. Et donc, ça gêne lorsque on se rend compte. Parce que quand je mets l'accent sur ça, je n'oublie pas la loi sur l'embauche. Pour dire que cette loi, par exemple, qui a précarisé l'emploi, ne nous permet pas et ne permet pas aux jeunes vraiment de se valoriser. Je prends par exemple un secteur comme celui des enseignants et vacataires, où on a tout fait pour dégraisser le nombre et laisser bon nombre de jeunes au carreau, à la maison, employer quelques-uns sous prétexte qu'ils ne sont pas bien formés ou bien qu'ils ne sont pas performants. Mais dans le même temps, on se rend compte que juste il y a quelques-uns qui appartiennent à un clan et dont les entreprises fleurissent, dont les entreprises prospèrent. Et pendant ce temps-là, nous avons aussi des nationaux qui ont été obligés de quitter le pays. Je prends le cas par exemple de M. Agavon, qui a des entreprises, même s'il y a des ennuis avec la justice, même s'il y a des conflits politiques avec un ancien partenaire, ce n'est pas pour autant qu'on va faire en sorte que celui-là, parce qu'il s'est exilé, que toutes ces entreprises soient fermées. Et c'est des milliers de jeunes qui sont restés à la maison. Alors je dis, quand on fait pour le point, lorsque on me dit que Patrice Talon, en 5 ans, il a créé des emplois, non. En matière de développement, sinon en matière d'économie, lorsque vous supprimez des emplois et que vous en créez d'autres, on n'appelle pas ça de la création d'emplois, c'est de la substitution et d'emplois. Et quand on fait le point réel, même, il n'a même pas, on ne peut même pas, le point ça n'entend même pas le cas des emplois est détruit. Au même moment, on a l'État qui est là. Parce qu'on fait le point, on sait combien à peu près sont recrutés au niveau de la fonction publique. Donc, globalement, quand nous faisons le point, on se rend compte que quand le président de la République, après 5 ans, et pour le renouvellement de son mandat, les 5 prochaines autres années qui démarrent, il dit qu'il va rester sur la même lancée. On se demande maintenant comment est-ce que le panier de la ménagère, le portefeuille du jeune, pour les 5 prochaines années vont se porter avec lui. Et c'est une inquiétude majeure pour chaque citoyen béninois aujourd'hui. Une inquiétude, dites-vous, M. Anagonou, je suis plutôt tenté de vous demander, est-ce qu'on doit être inquiet jusqu'en écoutant M. Gildas Anagonou, où il fait une interprétation parcellaire de ce qui se fait? Oui, vous savez, en matière de gouvernance, c'est d'ailleurs ça qui fait qu'il doit exister l'opposition dans un pays. En matière de gouvernance, le système, le régime qui est en place met en place ce qu'ils pensent être bon pour la nation et les autres en face sont là pour décrire cela. J'ai entendu Gildas dire des choses et comme je suis du ministère des Transports et surtout aussi de la sécurité routière, je me dois de revenir là-dessus, sinon j'aurais péché. Vous savez, le déguerpissement, par exemple, nous, à la sécurité routière, on a dit, finalement, les autorités nous entendent quand c'est arrivé. Pourquoi? Pendant plusieurs années, sous les autres régimes, sous un régime pressant,
nous, avec l'agent de la mairie, nous passions sur les trottoirs pour expliquer aux bonnes dames que installer ces marchandises sur les trottoirs, c'est interdit par la loi. Les tests ne le permettent pas. Et nous avons sensibilisé pendant des années. Et comme ce qu'il est en train de dire, ça a certainement fait peur à d'autres gouvernants, on n'a jamais réagi. Voyez-vous, si est-ce qu'il faut laisser quelqu'un occuper le trottoir en train de chercher, c'est vrai, son gagne-pain, pour que le passant, l'usager qui passe, soit obligé de passer sur la chaussée et qu'il soit écrasé par un véhicule. Vous coupez un problème pour aller en créer ailleurs. Ça, nous l'avons dit, le code de la route l'interdit et nous avons lutté pour ça tout le temps. Ce qui a bloqué tout le temps et qu'on dit aujourd'hui que bon, celui qui est là, il a le courage et il pose des actes, et quel que soit ce que ça va amener, c'est ce courage-là dont on parle. Et quand il a eu ce courage de pouvoir déguerpir les gens qui occupaient les trottoirs, c'est vrai qu'on a dit il faut construire d'autres marchés. Mais vous prenez les marchés qui sont à Cotonou, qui sont, on a dû déguerpir, on a dû sortir les bonnes dames pour reconstruire le marché, pour donner un aspect beaucoup plus moderne, beaucoup plus humain. Quand nous sommes restés là tout le temps pour dire on ne va pas les enlever, eh bien on n'a jamais amorcé la construction des marchés, on n'a jamais amorcé la modernisation des marchés. Donc un jour, il faut avoir le courage, comme on l'a eu, et décider de faire partie des gens. Ça, je voudrais vraiment faire ce point-là. En matière de création d'emplois, le plein emploi aussi n'existe nulle part. En matière de création d'emplois, le plein emploi n'existe nulle part. Et lorsqu'on est venu pour dire qu'on veut faire des réformes, on est effectivement obligé de faire des réformes qui peut-être aujourd'hui vont créer de difficultés, mais demain vont créer des fruits. C'est-à-dire que lorsque vous allez revoir maintenant ces bonnes dames dans ces marchés-là, vous allez voir comment elles seront vraiment contentes d'occuper des espaces modernes, des espaces qui leur permettent de faire vraiment leur affaire. Donc, ce gouvernement a eu le courage de mettre la main là où ça fait mal. Et moi, je dis, bravo, si nous pouvons dégager les acteurs, si nous pouvons, ce qui crée les constructions des routes, les ingénieurs disent souvent, lorsqu'on commence par construire la route, ça crée des désagréments. D'autres vont passer par la brousse, on crée des déviations, et les gens, la poussière les dérange et tout. Mais lorsqu'on finit de construire la route et qu'elle devient praticable, on oublie les difficultés qu'on a eues au moment où on est en train de construire la route. Comme on le dit simplement quelque part, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. D'accord? Et le gouvernement a lancé le recrutement des infirmières. Je pense que ça doit être, je ne sais pas si c'est, je n'ai pas bonne mémoire pour garder les chiffres, mais ça doit faire 3 000 ou quelque chose comme ça qu'on veut recruter dans le pays. Cela veut dire que d'un seul coup, on veut créer 3 000 emplois, n'est-ce pas? Pipeline dont il a parlé. Cela veut dire que d'un seul coup, on veut créer 2 500 emplois. Mais écoutez, dans les pays développés, il y a ce qu'on appelle l'intérim. D'accord? L'intérimaire, il a son contrat, ce qui est un contrat hebdomadaire. Cela veut dire que quoi? Quand il finit le vendredi, c'est que ce contrat est terminé. Il prie pour que la semaine qui va arriver, on lui donne encore un autre contrat. Pourtant, ça s'appelle emploi. Si tu as ça 4 fois dans le mois, eh bien, tu es considéré comme quelqu'un qui est en train d'être employé et aux activités qu'on te Monsieur Nagodou, sur ces exemples-là, on peut être content vraiment pour le Bénin avec un taux de chômage que vous connaissez et votre vis-à-vis qui dit la substitution, elle n'est pas pleine parce que par rapport au nombre d'emplois que l'on a perdu et ce qui se crée aujourd'hui, que l'équilibre n'est pas évident. Vous en dites quoi? Non, quelque part, je peux être d'accord avec lui. Je peux être d'accord en disant que, comme je l'ai dit, lorsque vous voulez procéder à une reconstruction économique, lorsque vous voulez procéder à des réformes économiques, c'est toujours ces casses-là qu'on enregistre. C'est ces casses qu'on enregistre en espérant que, après ces réformes, ça va donner des fruits et que ça va permettre d'embaucher à nouveau des gens pour pouvoir travailler. Donc, ce qui s'est passé, je ne parle pas du cas de M. Adjavon, ça c'est une autre situation, c'est-à-dire que ceux qui ont travaillé avec lui, des pères de famille qui ont travaillé avec lui, je ne sais pas si une décision de justice a été de fermer les entreprises de M. Adjavon. Je ne sais pas, j'en ai pas souvenance. Maintenant, est-ce que les décisions qui concernent l'opérateur économique
à l'obliger à quitter le territoire? Est-ce que cette décision-là l'ont aussi obligé à arrêter l'emploi? Ça, je n'ai pas de certitude pour justifier ça. Seulement, ceux qui travaillaient là sont des Béninois, comme nous, d'accord? S'ils ont perdu leur emploi, ça devient une charge pour l'État. Ça devient une charge pour l'État et l'État, alors, se devra de leur chercher d'emploi. Donc, maintenant, si, effectivement, on vérifie et on sait que les activités de M. Adjavon ne tiennent plus et qu'il a été obligé de quitter le pays et de laisser ses activités et que ça met des gens sur le carreau, eh bien, le régime actuel doit savoir qu'il a eu un devoir, ce régime-là, c'est de pouvoir repositionner ceux-là qui travaillaient dans cette entreprise et qui sont sortis parce qu'ils sont des Béninois aussi. Maintenant, lorsqu'on impulse le développement, Joël, c'est qu'on ne passe pas dans la maison de chacun pour lui donner de l'argent. Je ne pense pas. C'est pas comme ça que ça se fait. Personne ne l'a encore dit, M. Nagodou. Non, l'État crée des conditions, d'accord? L'État crée des conditions et ceux qui savent en profiter, eh bien, ils lancent leurs activités et en ce moment-là, l'emploi se crée. C'est comme ça, en fait. Ce n'est pas que le bien-être viendra de là que ce que chacun d'entre nous sait faire. Ce que chacun d'entre nous sait faire. Et que les conditions pour que cette activité prospère sont créées maintenant. Il faudra qu'il rentre dedans. Il faudra qu'il fonce dedans pour pouvoir rentrer dans son bien-être. En fait, c'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question que l'État reste là et se lève un matin, comme on a vu dans un passé maintenant, si je peux dire, créer une entreprise et embauche les gens sans se demander si cette entreprise-là sera rentable demain. Eh bien, oui. Si l'entreprise... Monsieur Nagodou, justement, sur ce point-là, l'État pourvoyeur d'emploi a vécu. C'est le privé qui crée l'emploi. Je peux vous certifier, oui, est-ce que M. Adjavon, ces entreprises ont dû fermer? Oui, on ne les compte plus. Les entreprises qui ont dû mettre la clé sous le paillasson, oui, elles sont nombreuses. Mais au-delà de M. Sébastien Adjavon, c'est un grand contributeur, ce n'est plus à démontrer. Mais il a évoqué un aspect qui me semble quand même pertinent. En dehors de lui, il y a de nombreux Béninois comme ça qui, pour une raison ou une autre, vous le savez sans doute aussi, qui ne sont plus sur le territoire, mais malheureusement, ça induit la fermeture de leur entreprise aussi. Elles sont nombreuses. Si vous n'avez pas ces informations, on pourra les partager plus amplement avec vous. Mais est-ce que l'État, vous avez donné la réponse, mais je veux vous demander, est-ce que ce n'est pas possible, comme le dit votre vis-à-vis, que l'État, qui est là pour tous, procède vraiment autrement, dans la réalité. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est que les gens sont nombreux à être à la maison, si vous ne le savez pas. Ils sont nombreux, comme le chef l'a dit ailleurs, oui, ils sont nombreux, les Béninois, à devenir comme des mendiants aujourd'hui. Oui, je le sais, c'est pour ça. Ah, vous le savez. Mais là, on fait comment pour cela? L'État qui ne peut pas passer de maison en maison, ça c'est révolu, pour distribuer de l'argent. On fait comment pour que ceux-là retrouvent leur emploi ou retrouvent un emploi? Vous savez que je n'ai pas de l'endroit. Je vais vous dire, c'est à quoi nous avons fait face sur le terrain pendant la campagne électorale. Et je donne juste l'exemple de la Sonacop. Et tous ceux qui ont été envoyés de la Sonacop, vous savez, ils ont fait campagne comme talent. Ah bon? Oui. Et j'en ai vu chez moi. C'est ça. Ils sont déterminés parce qu'ils estiment que c'est talent qui leur a enlevé leur emploi. Et ce débat que nous voulons commencer maintenant, on aurait dû le faire pendant la campagne électorale pour que l'État puisse savoir est-ce que vraiment le régime Talon a détruit le tissu entrepreneurial de notre pays. Ah, sur quoi était basé le tissu entrepreneurial de notre pays? Est-ce que c'était sur des bases claires, des bases solides? Est-ce que ce n'est pas des entreprises qui, au lieu de payer 1 million aux régies financières, c'est-à-dire aux impôts, s'arrangent pour payer 100 000? Est-ce que ce n'était pas des entreprises comme ça? Et que lorsque aujourd'hui, on a fait des réformes et qu'on a réinstallé les choses, ces entreprises-là trouvent que leur affaire ne peut plus prospérer parce qu'il faudra réellement payer les 1 million pour le fisc aujourd'hui. Si c'est ça, il y a des entreprises qui sont parties rien qu'à cause de ça. Il y a des professions qui sont devenues des professions vraiment fermées aujourd'hui parce qu'à ces professions-là, on permettait de prospérer comme il ne fallait pas parce qu'aucune règle n'était respectée. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit, si tu as des bagages de matériel de plus de 100 millions que tu dois payer pour la douane et que tu t'en vas, que lui connaît douanier, tu vas le voir, tu lui poses réellement ton problème et il te dit combien tu as.
tu peux lui dire, ah, vraiment, c'est 30 millions que j'ai. Il te dit, va payer 10 millions dans les caisses de l'État et le reste, on gère. Si c'est ça qui fait que les activités ne marchent plus, si c'est ça qui fait que d'autres entreprises sont fermées, ce que j'aurais voulu que le régime fasse, puisque on a dit que le développement, c'est maintenant, il faudrait rappeler tous ceux-là. Il faudrait travailler avec eux, les former, les expliquer, leur donner la formation pour qu'ils créent de nouveaux emplois. Parce qu'en réalité, quand le chef de l'État dit le développement, c'est maintenant, et le bien-être, c'est pas que c'est l'État qui va créer les fonctions. Ce qu'il a appelé, par exemple, ce qui concerne les infirmiers, les sages-femmes et tout ça, c'est normal, c'est le domaine régalien, c'est pour l'État, c'est l'État qui doit le faire. Le pipeline, c'est passager. Mais celui qui doit créer des entreprises, dans le domaine agricole, par exemple, celui qui doit créer des entreprises, comme faisait M. Adjavo, par exemple, comme faisait Sachivi, comment ils doivent faire pour créer ces entreprises-là, si de base claire, payer à l'État ce qu'il doit être payé et laisser leur affaire prospérer. Maintenant, il revient encore à l'État de faire cette étude-là avec eux, de s'approcher d'eux. Parce que si on va continuer à faire un développement qui fait que le tissu national, le tissu entrepreneurial national va être détruit complètement, eh bien, on ne construit pas quelque chose pour l'avenir. Je pense que ce n'est pas du tout ça. Il y a des perspectives. Merci, M. Anagono. On va se retourner vers M. Gildas Saboton. Oui, à l'arrivée, l'homme au cœur de la gouvernance dont on parle aujourd'hui, est-ce que c'est sans l'avoir essayé? La question autrement, le problème est ce talent ou le contexte, pour reprendre l'expression de M. Anagono, d'après vous? Non, le problème, c'est la façon dont les réformes... C'est d'abord la conception des réformes. D'abord la conception des réformes. C'est d'abord la conception des réformes. En plus, c'est la manière dont ces réformes, les actions sont mises en œuvre. Expliquez-vous. Très bien. Vous savez, Monsieur Anagono a dit, par exemple, a dit quelque chose tout à l'heure. Mais avant, permettez-moi, je voudrais revenir sur un ou deux points rapidement. Allez-y. Concernant les déguerpissements, par exemple, nous, au niveau de la Fondation portuaire de la République, le déguerpissement en soi, on n'était pas contre. Parce qu'il a donné les arguments pour lesquels il faut déguerpir les gens, donc des emprises, des voies, pour permettre que la circulation soit fluide. Et même pour leur propre sécurité. Et ça, on partage pleinement. Mais je dis, au moment où, par exemple, l'État était en train de déguerpir les gens, au même moment, l'État a investi des milliards pour, dit-on, embellir Cotonou avec la construction des places publiques. Je prends l'exemple de Ewero. Ça ne rime en rien cela. Lorsque vous voulez déguerpir et que vous avez de l'argent pour aller construire les places publiques, mettre des fleurs, des ampoules et tout ce que vous voulez, mais vous devez penser à comment il faut faire pour récupérer ceux qui ont été déguerpis, ou comment même les appuyer, de sorte à ce que leurs emplois ne meurent pas, à ce que leurs entreprises, leurs petits commerces-là, que cela ne soit pas détruit. C'est de cela il est question. Et je fais le lien en même temps avec ce que M. Anagono disait quand il dit, non mais que c'est vrai qu'il y avait la corruption avec le paiement des impôts concernant et peut-être quelques bonnes entreprises. Mais c'est quand même pas toutes les entreprises qui faisaient le faux. Et moi, j'en connais. Des gens, par exemple, quand même l'État a réduit le paiement, par exemple, du TPS, l'impôt pour les entreprises du régime TPS de 400 000 francs à 150 000 francs. Mais les gens ont payé sur 2 années successives sans avoir pu avoir de marché public. De marché, par exemple, ça c'est un problème réel. Mais qu'est-ce qui se passe avec ça? Ça veut dire que forcément il y a un dysfonctionnement et quelque part. Donc quand ça se passe et comme ça, au même moment, on voit des gens proches du régime qui eux ont 2, 3, 4, 5 et même plus de marché dans une seule et même année. Donc c'est un problème. Et ça touche... Donc la distribution... La distribution, comment est-ce qu'on fait pour que la distribution de ces marchés-là soit équitable et que chaque contributeur, en tant qu'entreprise qui paye dans la caisse de l'État, puisse quand même assurer le retour sur investissement. Mais écoutez, quand on fait le point aujourd'hui au Bénin, combien d'entreprises, M. Anagono, en 5 ans, vous pouvez me dire, citer, qui sont créés par exemple à Cotonou et à Porto-Novo que vous connaissez. Mais pendant tout le temps, on nous a chanté que les conditions les meilleures ont été créées au Bénin. Mais allez
au Togo, à Lomé, dans leur zone industrielle, vous allez voir des entreprises qui sont créées, qui sont dans la transformation des produits. Des entreprises qui fabriquent du café, qui fabriquent beaucoup de choses dans la zone industrielle. Mais pendant ce temps, au Bénin, on en est là avec des réformes sans qu'il n'y ait pas réellement de résultats éprouvants. Et le chef de l'État lui-même, il a dit, pour sa dernière interview, il dit, mais lorsqu'un président est décrié, ce n'est pas facile que les gens peuvent voter et pas sanction. Mais lorsque vous entreprenez des réformes, si ces réformes ont effectivement un impact positif sur les populations, vous ne pouvez pas être bon décrié. Ça veut dire que quelque part, la mise en œuvre de vos réformes, ça pose un problème et que les gens n'ont pas satisfaction. Et dès lors que les gens n'ont pas satisfaction, c'est normal que vous soyez décrié. Et c'est de cela on parle. Les licenciements, les entreprises sont fermées, donc c'est normal que les gens soient licenciés. Et ce n'est pas seulement les entreprises publiques qui sont fermées, même les gens, parce que l'impôt ne cesse d'augmenter au Bénin. L'impôt ne cesse d'augmenter au Bénin. Et donc ça devient une charge pour les entreprises qui ont du mal à payer cet impôt. Et dès lors que les entreprises ne peuvent pas payer d'impôts, elles ferment et les gens se retrouvent à la maison. Mais dans le même temps, quand on parle, vous prenez aujourd'hui même ceux qui sont dans le secteur public, les fonctionnaires de l'État. Pendant que tout a augmenté, les tasses, il y a eu de tasses pratiquement sur tout, l'électricité, l'eau, le gari aujourd'hui a augmenté, le maïs. Mais en 5 ans, quelle a été l'évolution de leur salaire? Ils sont restés avec les mêmes salaires sur 5 ans. Et ils doivent payer plus cher aujourd'hui tout ce qu'il faut comme consommation en termes de besoins essentiels. Et on parle là de développement. Donc il ne faut pas dire qu'on veut développer, on veut construire des routes en sacrifiant l'homme de bout en bout, comme si c'est à cause de ces hommes dans le pays qu'on avait de discuter à aller au développement. Et je dis aussi que ce n'est pas forcément parce qu'on a pris des mesures pour sécuriser les recettes publiques et autres, que du coup le développement est là. Quand on a fini de faire ça, comment est-ce qu'on a redistribué pour que en sorte tout le monde ait accès aux biens et produits. Vous voyez par exemple, on va parler du projet Grand Enokwe. Mais écoutez, l'insalubrité, ce n'est pas seulement ici, parce qu'il y a aussi le problème lié à l'aménagement du territoire. Donc, lorsque c'est seulement une partie du pays qui a droit peut-être à certains projets et que d'autres n'en ont pas droit, c'est normal que ça crée des déséquilibres. Vous voyez, les autres, au Bénin, c'est amplifié pendant les 5 ans. Mais au même moment, on vous dit qu'on a produit de l'électricité, ou bien aujourd'hui que le Bénin produit de l'électricité. Mais la réalité, M. Anangonou, allez dans les 77 communes et aller dans les chefs et dans les villages les plus, ou bien les arrondissements les plus reculés de ces 77 communes, et vous verrez qu'en réalité, le courant n'y est pas. Le courant n'y est pas. On a compris au début que ça a été une politique pour l'État de concentrer la production de l'énergie au niveau des grandes des agglomérations. Et on l'a chanté, mais en réalité, le courant et le territoire n'était pas fourni et couvert en courant. Donc, du coup, ça a créé pour certains et puisque avec l'ancien régime, on avait fait, même si c'était un peu une mauvaise politique, et fait en sorte que les 544 arrondissements de l'électricité, et n'étant plus dans ces conditions-là, les jeunes étaient obligés donc maintenant de se rabattre sur Enovit, donc on a les autres, et ils sont pleins maintenant dans les ZEM. Écoutez, en 5 ans, le nombre de Zemyaman à Cotonou a augmenté à Porto un peu partout. Donc si ça va, en 5 ans, vous avez vu, les seuls emplois qu'on a vus qui sont développés dans le pays, c'est les cabines de Momo. Et maintenant, les cabines de l'autorité nationale. Avec les jeunes, vous voyez comment les jeunes remplissent pour ces cabines de l'autorité nationale. C'est parce qu'ils sont sans espoir pour le lendemain. Ils se disent maintenant, il faut aller dans ces centres-là pour peut-être, disent-ils, ils espèrent peut-être pour gagner et avec ça, et se chercher avec. Donc, sur beaucoup de points, quand on parle de la gouvernance du régime qui est là et qui est encore annulé pour les 5 prochaines années, il y a beaucoup de choses à corriger. Et c'est à quoi que le chef de l'État, lui, tient coûte que coûte à présenter des résultats physiques pour montrer qu'il a fait quelque chose. Je ne sais pas si peut-être c'est dans un duel ou bien dans un challenge avec quelqu'un qui veut montrer qu'il a fait plus et que quelqu'un. Non, le développement, c'est au-delà de ça. Comme vous l'avez dit, c'est d'abord le bien-être. Comment est-ce que l'école aujourd'hui est entretenue? Ça, tout le monde le sait. Au Bénin, l'école aujourd'hui, en 5 ans, on n'a pas vu assez de classes
est construite. Et l'université, on n'a pas vu réellement ce qui est fait à l'université pour permettre aux jeunes, à nos enfants d'étudier dans les meilleures conditions. En 5 ans, on n'a pas vu assez de centres de santé construits. Bon, chez nous, le projet H, en 5 ans, ça n'a pas pris corps. C'est maintenant qu'on est en train de vouloir mettre ça en œuvre. Donc, autant de choses qu'on peut arriver à dénoter pour montrer qu'il y a beaucoup d'écueils, beaucoup de choses qui ne vont pas avec la gouvernance pour talent. Et il faille aujourd'hui maintenant qu'on tire l'attention du président afin qu'il ne reste pas tablé dans sa logique à lui de développement pour penser que autant que nous sommes, qu'ils descendent dans la masse, dans les populations et comprennent réellement leur réalité et qu'ils en tiennent compte maintenant pour que ce qui est, Dieu se sait, et vous le savez bon, comme moi, qu'il y a beaucoup de choses à revoir pour qu'ensemble le développement dont nous parlons ce soit quelque chose de consensuel, parce que c'est d'abord ça pour le développement. Il faut que ce soit pas de richesse sans l'homme, dit-on. Oui, M. Anagonou, que faire pour que chacun puisse enfin dire, oui, l'homme au cœur de la gouvernance, ça y est, on y est. Merci beaucoup. En fait, dans un pays, c'est l'orientation que donnent les dirigeants qui sont là. C'est à base de cette orientation-là qu'on sait si demain sera meilleur ou pas. C'est à base de cette orientation-là qu'on sait. Alors, demain sera-t-il meilleur ou pas pour l'homme, d'après vous, sur la base des orientations que vous avez à disposition? Oui, puisque le chef de l'État a dit maintenant que lui, le bien-être social est au-dessus de tout. Encore que, si vous voulez, on peut décomposer encore ce bien-être. Juste ce bout de phrase-là, le bien-être social au-dessus de tout, et on peut décomposer, dire encore beaucoup de choses. Mais ce que je voudrais dire, vous savez, pendant le PRPB, cette envie de donner de l'emploi aux jeunes, de mettre tout le monde au travail, a fait qu'on a créé d'entreprises dans tous les domaines. Des entreprises appartenant à l'État, sans se poser de questions sur le lendemain, voyez-vous. Et ce n'est pas le régime actuel qui est venu avant un matin on ne se lève pour parler de dénationalisation et de vendre toutes ces entreprises-là. Ce qu'on avait fait en ce moment-là, on avait créé plus de chômeurs qu'on en a créé cette fois-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je comprends, Gidas. Le gouvernement a dit, nous voulons avoir un enseignement de qualité. Donc, nous voulons avoir des enseignants de qualité. Par exemple, pour avoir des enseignants de qualité, il faut les jauger, il faut les former, il faut les évaluer pour voir vraiment ceux qui méritent d'être là pour que l'enseignement qui est donné soit un enseignement de qualité. C'est un exemple. Est-ce que c'est mauvais de dire « je veux que l'enseignement au Bénin soit un enseignement de qualité ». Je pense que tout le monde sera d'accord avec nous pour dire non, ce n'est pas bien. Maintenant, comment est-ce qu'on y arrive? L'autre viendra te dire, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Parce qu'à un moment donné, on a fait un laisser-aller. Alors, Monsieur Anagonou, plus que 4 minutes et on ne sera plus ensemble parlant de cette émission. Que faut-il faire si vous estimez qu'on est déjà sur la bonne piste? Comment on s'y prend désormais pour que tout le monde se sente concerné et que des gens comme Gildas Agoton puissent dire oui, ça y est, on a pris par le bon bout? Merci. Ce que je pense, on parlait tout à l'heure de le développement tel que le président Talon prévoit ça, ne peut pas se faire sans le développement des entreprises, sans le développement du tissu entrepreneurial national. Et étant des TP, je sais ce que je côtoie, les entrepreneurs que je connaissais qui étaient dans les TP, et qu'est-ce qu'ils disent? Je les côtoie et j'entends. On a l'impression que le tissu entrepreneurial national est délaissé aujourd'hui au profit d'autres. Alors, si nous voulons un développement qui soit un développement de chez nous et qui soit un autre développement, moi je voudrais inviter le président Talon à reprendre bec avec tous ceux-là, tous ces entrepreneurs qui ont délaissé leur truc, qui ont fermé, ceux qui, comme le disait Gidas, ont des entreprises, ont payé peut-être pendant 2 ans sans avoir aucun marché, qu'on leur apprenne alors peut-être qu'il y a une bonne manière, qu'il y a une autre manière de créer son entreprise pour que ça puisse prospérer. Nous devons nous affairer maintenant à préparer ceux-là, pour qu'ils créent à leur tour des emplois
qui doivent profiter à tous les Béninois. Et comme je le dis, ce ne serait jamais la totalité des Béninois. Il a dit, par exemple, ne pas se mettre à rendre propre Cotonou seul. Ce que nous devons faire pour ces deuxième quinquennat, c'est de faire en sorte que, et là, d'ailleurs, le président, je finis là-dessus, le président Talon a dit, nous donnons 2 ans et demi pour que l'électricité soit partout, soit une réalité partout. Nous donnons 2 ans pour que l'eau potable soit partout. On va écouter Gildas Agboton dans le registre de ses perspectives. Oui, Gildas Agboton, et ça va être en même temps pour conclure, avant d'avoir la conclusion de M. Anagonou. Déjà, il faut qu'au niveau de la gouvernance, qu'il y ait la transparence. Et que des lois ne soient pas conçues, votées avec des objectifs prédéfinis à avantager juste pour certains. Au niveau du programme d'action concernant le développement saillère du président Talon, il est dit, je crois, au niveau de l'AS, 19 ou 20, que parlant des réformes politiques, liberté, démocratie, que les conditions favorables seront créées pour l'épanouissement des organes de presse et puis de leur bon personnel. C'est déjà, par exemple, quand on prend la Nouvelle Tribune, qui est un quotidien et qui a eu des soucis dans le pays et auquel donc la justice a donné raison qu'on laisse par exemple cet organe-là reprendre son travail dans le pays, parce que ça c'est des emplois qui ont été détruits et les gens peuvent commencer avec. Donc ça c'est un premier point, et qu'on permette à ceux qui ont les petites et moyennes entreprises qui cotisent et qui participent donc en termes d'impôts dans la caisse de l'État, et que ces entreprises-là soient traitées de façon équitable. Qu'on essaie de faire en sorte que à l'école, en plus de ce qu'on veut créer là maintenant en termes des lycées techniques et autres, là, que l'innovation soit au cœur maintenant de l'apprentissage des élèves et des étudiants, parce que ça va permettre qu'il y ait un plus, en tout cas, une plus-value pour les ressources humaines. Et vous concluez en disant? Alors, donc, je voudrais conclure pour dire que nous souhaitons, au niveau de la Fondation Portée de la République, effectivement, que l'homme soit au cœur de tout ce qui doit être entrepris, que ce soit pas seulement l'argent, rien que l'argent qui oriente et qui domine dans ce qu'on aura à faire, mais que l'homme soit au cœur, de sorte à ce que le bien-être soit au rendez-vous et ce soit partagé par nous tous. Merci beaucoup. Georges Anagonou, ça va être pour conclure. Ouais, moi je dis que j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir pour ce quinquennat qui commence, parce que ce que nous reprochons... C'est pour conclure. C'est conclu. Oui. Vous dites que ça va être de l'espoir. On peut retenir ça comme de la conclusion, parce que de l'autre côté, on m'a dit qu'on a vraiment fini avec Monsieur Georges Anagonou. Ce fut un plaisir. Et Monsieur Gildas Agboton, un plaisir renouvelé. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, on est dans les perspectives. On reviendra dans cet élan pour un Bénin plus prospère pour tous. Je vous fausse compagnie. À très bientôt pour un autre plateau de 100% Bénin, toujours avec le même entrain, la même disponibilité. Au revoir. Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui bouge. L'Afrique, continent de l'avenir. Les grands investisseurs vous diront qu'investir en Afrique, c'est